Consacré à la question de l'emploi. Ce soir, on reçoit donc Jean-Noël Barrot, secrétaire général du Mouvement démocrate, député des Yvelines, vice-président de la commission des finances, économiste, et la députée Michèle de Vaucouleurs, députée des Yvelines, membre de la commission des affaires sociales. Alors, le travail, son organisation, son contenu, c'est une question éminemment politique qui structure la société. Et durant ces 5 années, durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on voit que l'emploi est en nette amélioration. On a dans ce dernier trimestre de 2021 une baisse de 5,9% du chômage. Ça correspond à environ 208 000 inscrits en moins par rapport aux 3,3 millions de chômeurs. L'emploi sur les 5 années est amélioré de 3,7%. C'est nettement plus que durant les 3 quinquennats précédents. Donc depuis 15 ans, on n'a pas eu un taux de chômage aussi bas. Alors pour autant, on voit qu'il reste des questions, des inquiétudes dans une partie de la population, mais cette hausse de l'emploi ne s'est pas accompagnée d'une dégradation du pouvoir d'achat ni de la profitabilité des entreprises. Donc on a des progrès structurels qu'on peut mettre au jour. Jean-Noël va nous expliquer notamment comment à la fois la baisse des impôts, la réforme du marché du travail, le plan de relance conjugués ont vraiment permis de donner un élan à l'emploi et donc de permettre une vision, une action efficace de ce premier quinquennat qui va être poursuivi. Alors première question, peut-être pour Jean-Noël la première. Dans la campagne qui vient de se clore, on a vu beaucoup le thème du pouvoir d'achat. Et puis finalement, cette question du chômage n'a même pas été tellement mise en avant par les oppositions. Donc, comme si même les oppositions reconnaissaient que là, réellement, on a une amélioration sur le plan de l'emploi. Oui, merci Olivia. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous Démocrate Hebdo. Et effectivement, sur le front de l'emploi, la situation, malgré les crises qu'on a traversées, est assez bonne, puisque, tu l'as rappelé Olivia, le chômage est au plus bas depuis 15 ans, le chômage des jeunes est au plus bas depuis 40 ans. Pendant les 5 années qui viennent de s'écouler, et à nouveau, en dépit des crises, l'économie française a créé 1,2 million d'emplois. Et ça, c'est pour les volumes et je dirais pour les quantités. Mais pour la qualité, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2017, s'est interrompue l'hémorragie d'emplois industriels qu'on a connue pendant 2 décennies, puisque l'emploi industriel, entre 2017 et 2019, s'est remis à augmenter avant de baisser pendant la crise de la Covid et de retrouver son niveau de 2017. Donc, c'est des indicateurs qui sont intéressants et je trouve qu'ils sont d'autant plus intéressants qu'en réalité, cette politique qui a été menée pour y parvenir, avec, comme tu l'as dit, la réforme du marché du travail, qui a rendu plus fluide le travail de ressources humaines et le dialogue social, la réforme de l'apprentissage, bien sûr, qui a permis de déverrouiller cette modalité d'embauche qui était très largement utilisée dans les pays voisins de la France, mais que la France n'utilisait que trop peu, que les entreprises de France n'utilisaient trop peu. Et puis effectivement, les baisses d'impôts pour les entreprises. D'abord la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Et puis dans le cadre du plan de relance, la baisse des impôts de production, qui a permis effectivement de redonner de l'air à l'industrie. Ce qui est intéressant quand on regarde les choses, c'est que cette politique qui vise le plein emploi et qui a été très fortement attaquée, très durement attaquée pendant la crise comme étant une politique de la France des métropoles, de la France des riches, et qui a conduit certains de ses opposants à nommer le président ou à désigner le président de la République comme le président des riches. En réalité, elles ont bénéficié aux Français et aux territoires les plus fragiles. Quand on regarde les départements dans lesquels le chômage a le plus baissé depuis 2017, eh bien, plus le département est pauvre, plus le taux de pauvreté au départ en 2017 est élevé dans le département, et plus la baisse du chômage a été prononcée.
Et on voit la même chose avec les créations d'emplois. Les créations d'emplois, donc j'ai dit qu'un million, 1,2 million d'emplois ont été créés sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais la croissance de l'emploi, c'est à peu près 3% sur l'ensemble du quinquennat. C'est 2 fois plus dans les 10 départements de France qui étaient les plus pauvres en 2017. Et quant à l'emploi industriel, qui, comme je l'ai dit, a augmenté un peu au début, puis a baissé, si bien qu'en moyenne, il est stable sur l'ensemble des 5 ans qu'on vient de traverser. Il augmente très fortement, là aussi, dans les 10 départements les plus pauvres de France. Et donc, on voit bien comment la poursuite de l'objectif du plein emploi est une politique qui est une politique économique, certes, mais qui est aussi une politique de justice sociale et de justice territoriale. Alors maintenant, évidemment, il faut aller plus loin et il faut passer, je dirais, au niveau national. Maintenant qu'on a fait le passage de 9 à 7% de chômage, eh bien, il faut aller de 7% de chômage à 5% de chômage, c'est-à-dire atteindre le niveau de certains de nos voisins. Et pour ça, ça va être évidemment un peu plus difficile parce qu'il est toujours moins compliqué de faire baisser le chômage quand il est très élevé que quand il commence déjà à être proche du plein emploi. Et pour ça, il va falloir maintenir les baisses d'impôts, aller plus loin sur les impôts de production. C'était l'un des engagements de campagne d'Emmanuel Macron en 2022, la suppression de la CVAE notamment. Mais il va falloir aussi travailler sur les difficultés de recrutement, c'est-à-dire la rencontre entre les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi disponibles pour les entreprises et faire en sorte que la formation et l'orientation soient très nettement renforcées. Mais on pourra en dire un mot, si tu veux, Olivier, un peu plus tard. Merci beaucoup. Oui, l'apprentissage, on va en parler tout à l'heure. Et effectivement, dans ton rapport que tu as remis au Premier ministre sur le rebond économique territorial, tu montres effectivement qu'il y a ce paradoxe. On ne s'imagine pas qu'effectivement, ce sont les 10 départements les plus pauvres qui se sont redressés 2 fois plus vite. Mais c'est effectivement une réalité. Il y a une sorte de résurrection de certains sites industriels délaissés. Donc c'est vraiment effectivement un objectif de cohésion sociale, comme tu le rappelles. Michel, de ton côté, tu as aussi travaillé justement beaucoup sur ces questions d'emploi, notamment sur la question du RSA et l'action du retour à l'emploi. Là aussi, on a vu que durant la campagne, le sujet a été soulevé. Donc voilà, comment accompagner au mieux ce retour à l'emploi de ceux qui en sont encore le plus éloignés? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, notamment de la solidarité à la source? Permet de remettre en activité des personnes. On est passé dans le cadre de l'expérimentation de 10 territoires à 60 territoires, ce qui correspondait à une demande forte sur les territoires. On a aussi grandement favorisé l'emploi au sein des structures d'insertion par l'activité économique, avec 91 800 postes qui ont été financés en 2021, sans compter les 35 000 postes supplémentaires dans le cadre du plan de relance à destination plus spécifique des jeunes. Toujours sur les publics les plus en difficulté, notamment les publics en situation de handicap, on a fait le choix d'augmenter considérablement les entreprises adaptées en passant de 40 000 à 80 000 places disponibles et en développant aussi les emplois de tremplin pour sortir des structures et permettre cette évolution vers les entreprises classiques. Accompagner les publics les plus en difficulté, c'est aussi déployer le SPIE. Donc aujourd'hui, il y a 79 territoires qui sont entrés dans le SPIE visant à mettre finalement un référent unique autour du projet du demandeur. Donc c'est quelque chose qui va trouver également tout son sens dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Toujours pour accompagner les publics les plus en difficulté, et notamment les jeunes, dont on a vu qu'ils étaient le plus fréquemment au chômage. On a considérablement doublé les moyens avec 200 000 garanties jeunes en 2021
pour des taux d'insertion qui, hormis l'année 2020 qui était compliquée, sont spécialement intéressants avec 76% de retour à l'emploi. L'apprentissage, Jean-Noël l'a évoqué, on a agi formidablement à travers l'apprentissage en passant de 289 000 jeunes en 2017 à 718 000 jeunes actuellement. Et donc actuellement, on est également sur le déploiement du contrat d'engagement jeune qui rencontre un vif succès avec déjà 70 000 jeunes entrés dans le dispositif en 2 mois. Donc concernant la réforme du RSA, elle fait un peu peur, mais à tort, parce que si on prend le succès du contrat d'engagement jeune dont témoignent les missions locales, c'est exactement la même logique. Il ne s'agit pas même s'il y a pu avoir peut-être des erreurs de langage à certains moments, de conditionner le RSA à du travail. Le travail, il doit être rémunéré comme du travail. Il s'agit bien de mettre donc les personnes au RSA dans une dynamique identique à celle du contrat d'engagement jeune, c'est-à-dire de l'accompagnement personnalisé, des ateliers et bien sûr ce qui est peut-être le plus mobilisateur, des périodes de stage en entreprise ou d'immersion en entreprise. Donc, ce RSA jeune, il ne doit pas faire peur. C'est un peu le héritier du RUA qu'on avait pensé dès le début du quinquennat et qu'on n'a pas pu mettre en œuvre avec les contrariétés qu'on a connues du fait de l'épidémie. Donc, le RUA, il vise un double objectif. Il vise à lutter contre les non-recours, hein, quand on sait que sur le taux de non-recours sur le RSA, on est à 37% et à 27% pour la prime d'activité. Donc, en systématisant le versement de ces prestations, on lutte contre le non-recours. Le non-recours qui est évalué à 5 milliards d'euros. Donc, on parle souvent de la fraude sociale liée au RSA, mais elle est estimée à 15 millions d'euros seulement. Donc, on a tout intérêt à lutter contre ce non-recours parce que lutter contre le non-recours, c'est lutter bien sûr contre la pauvreté et permettre d'enclencher pour tout à chacun des parcours de vie enthousiasmants. Merci beaucoup. Oui, tu nous avais rappelé lors d'un autre atelier, effectivement, à quel point cette question du RSA, c'était un accompagnement nécessaire qui pouvait être sur un temps assez long, hein, selon l'éloignement où les personnes se trouvaient de l'emploi, selon les addictions qu'elles pouvaient avoir, selon les parcours de chacun. Donc effectivement, il y a nécessité de temps, d'écoute, d'organisation. Et donc également, on voit que des personnes au RSA, des personnes isolées, très éloignées de l'emploi sont en souffrance, mais on voit aussi que dans une catégorie de population qui a un emploi, comme on l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, on peut aussi avoir finalement des sentiments de mal-être ou de rapport compliqué à son travail. Est-ce que, par exemple, des idées comme celles que le mouvement démocrate porte depuis longtemps, de participation, d'intéressement à la vie des entreprises, permettraient de rapprocher les travailleurs de leur entreprise et donc de donner du sens en fait à un travail que l'on a, mais qui évidemment est mieux vécu quand on s'y attache. Peut-être pour Michel ? Quand tu évoques probablement la question de l'intéressement, c'est ça, oui, la participation, donc l'intéressement, c'est une peut-être. Voilà, peut-être que Jean-Noël, Patrick ne nous a pas rejoint, c'est ça? Alors Patrick, il est bloqué en Savoie pour une urgence et donc il s'excuse, il est désolé, il a essayé de tourner une petite vidéo, mais il est aphone en plus. Donc on pense à lui. D'accord. Sur l'intéressement en lui-même, tel que le modem le propose, je pense que Jean-Noël en parlerait peut-être mieux que moi. Moi, ce que je note, parce que je suis très investie dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'effectivement, il faut que le travail ait un sens. Et donc, on peut pas. Aujourd'hui, je pense qu'on n'accepte plus de travailler si on n'est pas. Si on ne trouve pas une motivation à le faire. Et on le voit, c'est ce qui se produit un petit peu actuellement dans l'hôtellerie-restauration, où on a des conditions, des situations absolument catastrophiques de personnes qui ne se présentent plus pour des embauches.
Et il existe des solutions, des leviers qu'on ne mobilise peut-être pas suffisamment, selon moi, au sein de ce qui se pratique dans l'économie sociale et solidaire, et notamment à travers les coopératives. Il faut le savoir, l'ESS, ça représente 10% du PIB 14% des emplois privés. Donc, c'est 200 000 entreprises et structures et 2,38 millions de salariés. Donc, parmi ces structures, il y a donc les coopératives d'intérêt collectif. Et les coopératives d'intérêt collectif, elles permettent d'associer finalement des travailleurs, les salariés, une direction, des collectivités, des clients, tout un microcosme de personnes qui sont intéressées finalement par l'activité qui est déployée, qui peuvent toutes donc entrer comme actionnaires dans la société. Donc, dans les SIC, les salariés ne sont pas majoritaires, elles peuvent devenir majoritaires dans le cadre des scopes. Quoi qu'il en soit, ces modalités qui représentent aujourd'hui 71 000 salariés ne demandent qu'à se développer. Actuellement, si on regarde la carte de France sur les coopératives, on voit que certains territoires comme la Bretagne sont très développés sur le sujet et qu'on trouve des coopératives dans tous les domaines de la vie économique, alors que dans d'autres territoires, notamment l'Île-de-France, on est très en retard sur ces modalités de développement. Donc, moi, sur cette question de l'intéressement des salariés, elle me paraît primordiale. Un des moyens qui me paraît évident, c'est celui de l'économie sociale et solidaire, mais même dans les entreprises classiques, il faut prendre en compte ce besoin de motivation des salariés à la production. Merci beaucoup, Michel. Jean-Noël, sur cette question de l'intéressement. Oui, donc c'est évidemment un sujet qu'on a beaucoup défendu, que le MODEM défend. Alors il y a la question de l'intéressement et de la participation, c'est-à-dire le partage des profits réalisés par les entreprises avec les salariés. Il y a aussi, et je trouve que c'est un instrument encore plus puissant, l'actionnariat salarié, qui conduit les salariés non pas seulement à partager les profits, ou en tout cas la croissance de la valeur des entreprises, mais aussi à partager le pouvoir dans l'entreprise, puisqu'ils détiennent des droits de vote à travers ces actions-là. Beaucoup de choses ont été faites pendant les 5 années qui viennent de s'écouler pour développer l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié, notamment en réduisant les cotisations et les impôts associés à ces versements par l'employeur. Et dans le projet présidentiel d'Emmanuel Macron, il y a ce qu'on a appelé le dividende salarié, sans qu'on comprenne toujours exactement ce dont il s'agit. Le principe en est simple. Désormais, lorsqu'un chef d'entreprise versera des dividendes à ses actionnaires, aux actionnaires de l'entreprise, il devra avoir mis en place au préalable une forme de partage des bénéfices avec ses salariés. Que ce soit de l'intéressement, que ce soit de la participation, que ce soit d'autres outils comme ce qu'on appelle les actions gratuites ou la prime Macron, c'est-à-dire la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat qui existe depuis 2 ans maintenant et qui permet aux chefs d'entreprise de verser à ses salariés une prime sans impôt ni cotisation. Cette prime va par ailleurs être triplée dans ses plafonds qui vont passer de 1 000 à 3 000 euros pour le cas classique et de 2 000 à 6 000 euros pour certains cas exceptionnels. Et donc cette obligation ou cette conditionnalité du partage de la richesse au versement du dividende permettra sans doute un développement très fort de ce partage de la valeur. Ensuite, il y a, puisque tu parlais de l'insatisfaction au travail, il y a une autre promesse présidentielle qui me paraît très intéressante, dont on n'a pas beaucoup parlé pendant la campagne, mais qui a vraiment le potentiel de changer la vie des gens. C'est ce qu'on appelle le compte épargne-temps universel. Sur le compte épargne-temps, pour les salariés qui en bénéficient aujourd'hui, on peut accumuler des RTT,
on peut accumuler des congés et puis le moment venu les utiliser pour un engagement associatif, pour une formation ou une reconversion, pour interrompre tout simplement sa carrière quand on le souhaite. Le problème de ce compte épargne-temps, c'est d'abord que tout le monde n'y a pas accès. C'est d'autre part que lorsqu'on passe d'une entreprise à l'autre ou d'un statut de salarié à un statut d'indépendant, eh bien on perd le bénéfice de ce compte épargne-temps. Et le troisième inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment le transformer en complément de rémunération si on a un problème pour financer un projet et qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire. Ben, la promesse d'Emmanuel Macron, c'est de rendre ce compte épargne-temps universel, c'est-à-dire d'en ouvrir l'accès à tous les salariés, mais aussi à tous les indépendants, de faire en sorte qu'on le conserve tout au long de sa carrière, qu'on n'ouvre pas un nouveau compte épargne-temps quand on entre dans une nouvelle entreprise, par exemple, et enfin qu'on puisse non seulement l'utiliser pour aménager sa carrière et faire des interruptions si nécessaire, mais aussi qu'on puisse le transformer en complément de salaire. Merci. Alors l'idée du compte épargne-temps universel, c'est une idée très très forte et vraiment très séduisante parce qu'elle porte en elle justement une promesse d'autonomie. C'est comment finalement être acteur dans son travail, ne pas simplement le subir, et ça prend en compte toutes les évolutions de la société. Donc par rapport à l'espace et au temps, donc les carrières qui sont moins linéaires, qui peuvent être évidemment beaucoup plus flexibles, hachées qu'auparavant. On peut faire des reconversions. Donc effectivement, on a moins de linéarité. Ça, cette mesure en tient compte. Et puis, même avec les confinements, on a bien vu le rapport à l'espace, le développement du télétravail. Donc, le rapport au temps et à l'espace a beaucoup évolué récemment. Oui, c'est d'ailleurs une des rares mesures proposées par les candidats sur la ligne de départ pour l'élection présidentielle de 2022 qui s'attaquait, si je puis dire, à ces mutations du travail. Je regrette qu'on n'ait pas pu en parler plus que cela pendant la campagne, mais c'est vrai que chez les autres candidats, il y avait très très peu de réflexions menées sur ces sujets-là. Oui, c'est vraiment enthousiasmant parce que c'est comment justement donner envie de travailler dans les meilleures conditions et en plus en prenant part, comme tu disais, au pouvoir, à la décision de la vie des entreprises. Donc ce que ces 5 années ont permis de voir aussi, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure tous les deux, énormément d'efforts mis pour l'apprentissage, pour la formation professionnelle. Vous rappeliez des chiffres, 700 000 contrats signés en 2021 pour l'apprentissage. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est très en lien avec ce qu'on défend au MODEM, la diversité des parcours professionnels, l'idée qu'il n'y a pas une seule voie de réussite possible et que donc la diversité des métiers est quelque chose qu'il faut valoriser au maximum. Peut-être Michel ? Oui, ce compte épargne-temps, c'est une super idée. C'est un peu dans la même logique que le compte personnel de formation, hein, d'en avoir assuré la portabilité il y a maintenant déjà longtemps, mais d'en faciliter l'usage. C'est ce qu'on a réussi à faire dans le cadre du quinquennat. C'est fondamental pour que chacun puisse finalement s'épanouir, trouver son chemin. On le sait, hein, c'est des constats. De toute façon, on voit bien qu'on passe d'activité salariée à d'activité indépendante, qu'on peut avoir envie de se réorienter du tout au tout. Il y a des personnes qui exerçaient des métiers de bureau, de cadre et qui préfèrent retourner à la terre, qui prennent quelque part des risques dans ces activités. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositions qui sont déjà prévues pour faciliter les transitions, mais comme le disait Jean-Noël, elles sont partielles. Alors elles sont mobilisables pour un salarié qui va pouvoir demander une suspension de son contrat de travail le temps pour convenance personnelle, pour un autre projet, mais ça peut être refusé par l'employeur. Et puis, il peut y avoir des congés de temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise. Mais là encore, ça peut être refusé par l'employeur et on peut se retrouver donc sans solution pour mener à bien ces projets. Et enfin, le projet de transition professionnelle, lui, il est rémunéré. Par contre, il vise seulement
en fait, poursuivre une formation pour changer de métier. Donc aujourd'hui, on est dans des dispositifs qui existent, mais qui sont épars et qui répondent pas à toutes les solutions. Le contretemps universel, il permet de répondre à toutes ces solutions. Voilà, c'est vraiment une mesure d'émancipation. Je pense qu'on a pas mal avancé sur la question de l'émancipation à travers la formation, mais le temps, c'est aussi parfois simplement le temps d'une pause, le temps d'une pause familiale, d'un projet plus personnel, et ça doit être respecté aussi. Merci beaucoup. Sur l'apprentissage, tu veux ajouter quelque chose? Non, l'objectif est d'aller plus loin encore, hein, d'atteindre le million de contrats d'apprentissage signés chaque année. Ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à 730 000 ou 720 000, c'est dans un premier temps de lever un certain nombre d'obstacles réglementaires qui rendaient l'apprentissage peu attractif à la fois pour les employeurs et pour les jeunes. Et puis dans un deuxième temps, après le début de la crise, c'est le lancement du plan Un jeune, une solution avec des primes assez significatives pour tous les recrutements en apprentissage qui ont permis de poursuivre cette forte croissance de l'apprentissage. Et donc, je pense qu'on a là gagné une forme de bataille culturelle, puisque aujourd'hui sont apprentis à la fois des personnes qui sont sur des formations avant bac ou infra-bac, mais aussi des gens qui sont en licence ou en master. Et donc, désormais, il n'y a plus aucun stigmate culturel associé à l'apprentissage. Dans le mandat qui s'ouvre, le nouveau challenge, ça sera d'avoir la même réussite avec les lycées professionnels que ce qu'on a pu avoir avec les centres de formation des apprentis, de faire en sorte que le lycée professionnel soit mieux articulé avec le collège pour que à l'issue du collège, les jeunes se tournent plus spontanément vers les lycées professionnels, que pendant le courant de leur formation, ils aient une vraie expérience du monde de l'entreprise. Il y a encore des lycées professionnels aujourd'hui où certains jeunes n'ont aucune expérience d'alternance. Donc on va multiplier les stages. Certains seront même rémunérés par l'État. Et puis à l'issue du lycée professionnel, une meilleure insertion sur le marché du travail qui sera au programme de cette grande réforme. Merci. Oui, effectivement, que dès le collège, il puisse y avoir un contact avec ce monde professionnel et peut-être la naissance de vocations, au lieu de simplement considérer la voie professionnelle comme une voie d'échec, mais de voir qu'au contraire, il y a de beaux métiers qui peuvent susciter justement une envie. Alors on parle d'entrée dans le monde du travail, de retour à l'emploi pour ceux qui ont décroché. Également, le travail, ça suppose la perspective de ce qui vient derrière, donc le moment où on va le quitter, la retraite. Donc on a vu pendant la campagne aussi cette question de la retraite cristalliser certaines interrogations ou certaines inquiétudes, et on le voit, on en a parlé notamment dans un atelier récent. Tout le monde n'a pas le même rapport, bien sûr, à son travail. Il y a pour des personnes pour lesquelles la retraite, c'est quelque chose que l'on attend avec impatience, d'autres qui, au contraire, redoutent ce moment comme un coup près et souhaitent continuer à travailler et accumuler emploi et retraite durant des années parfois longues. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour justement ces diverses situations, pour le cumul emploi-retraite, par exemple, dans un premier temps, enfin, pour plus de flexibilité pour le travail des seniors. L'un ou l'autre. Michel? Alors, qu'est-ce qui est prévu pour faciliter ce cumul? En fait, il s'agit de permettre à certaines personnes qui peuvent poursuivre leur activité, effectivement, de le faire dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, quand on arrive à un âge dit senior, on a parfois du mal à garder encore sa place dans l'entreprise. Et donc, on aura un premier enjeu qui est de favoriser ces fins de carrière. Ça me paraît complètement primordial. Donc, il y a des dispositions qui existent, hein, pour notamment vis-à-vis des employeurs pour aider à conserver leurs seniors. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit être particulièrement vigilant.
on pourra agir aussi sur le cumul des droits acquis une fois qu'on est à la retraite, parce qu'aujourd'hui, on a un petit souci, c'est que si on veut valoriser sa retraite, si on ne s'en sort pas, avec sa retraite en sortant et qu'on veut commencer à la prendre, et ben, on ne peut pas cumuler avec un emploi. Ou si on cumule avec un emploi, on peut, mais ça ne permet pas d'enrichir les années à venir où on ne pourra plus cumuler cet emploi et cette retraite. Donc il y a un travail, je pense, à faire sur le sujet. Dans le cadre de cette réforme de la retraite, on va reprendre les objectifs qui étaient les nôtres lorsqu'on a commencé enfin une partie des objectifs qui étaient les nôtres quand on a commencé à travailler sur cette retraite, c'est-à-dire prendre en compte bien évidemment les publics les plus fragiles, ceux qui ont eu une carrière difficile. Il est évident que ceux-là ne pourront pas poursuivre leur activité jusqu'à 64 ou 65 ans. Donc cette activité, il faudra l'arrêter plus tôt ou l'aménager considérablement. Ça, c'est un des premiers points à prendre, c'est un point prioritaire. Ça sera également l'occasion d'améliorer bien sûr les pensions de réversion, dont on a vu qu'il y avait une certaine injustice sur le sujet, puisque tout le monde ne touche pas la même chose au même moment. Et l'enjeu, bien évidemment, c'est aussi de relever les pensions minimum à 1 100 €, ce qui est vraiment un investissement important, mais absolument nécessaire pour reconnaître le travail des personnes qui ont eu des carrières complètes, mais avec des petits revenus. Qu'est-ce que je reviendrai sur vos questions, mais je passe la main. Merci beaucoup. Alors, on passe la main à Jean-Noël, forcément. Oui, donc sur la retraite, je veux pas. Michel a dit toutes les choses de manière très exacte. Simplement, peut-être tordre le cou à une idée très fausse qui consiste à dire que quand on allonge l'âge de départ à la retraite, quand on le repousse, que ça crée du chômage des seniors. C'est vrai qu'en France, il y a un taux de chômage des seniors qui est élevé. Mais en réalité, ce que nous montrent les expériences étrangères, c'est que lorsqu'on a repoussé l'âge de départ à la retraite, le taux de chômage des seniors a baissé. Pourquoi est-ce qu'il a baissé ? Parce que entreprises comme salariés seniors ont tous deux une incitation à investir dans la formation du salarié. Aujourd'hui, quand on est à 2, 3, 4 ans de la retraite et que l'avenir du poste n'est pas garanti, l'entreprise va avoir tendance à proposer aux salariés des systèmes de pré-retraite plutôt que d'amener le salarié à trouver de nouvelles opportunités, y compris en enrichissant son propre capital humain. Quand on repousse un peu l'âge de départ à la retraite, alors on redonne des incitations à la fois aux salariés et à l'entreprise d'investir dans ce capital humain, d'investir dans la formation pour pouvoir poursuivre une activité. D'autre part, parce qu'il ne s'agit pas juste de repousser indéfiniment l'âge de départ à la retraite pour le plaisir, il s'agit de le faire pour financer notre modèle social. D'abord, le système de retraite en lui-même, qu'il convient de rendre plus robuste et plus juste. Donc si on veut le rendre robuste, il faut qu'il soit équilibré financièrement. Si on veut le rendre plus juste, il faut tenir compte de la pénibilité, il faut relever les pensions minimum, il faut tenir compte des carrières longues. Et tout ça, c'est un coût qu'il faut financer. Et puis plus généralement, le fait de travailler un peu plus longtemps, c'est aussi des cotisations qui vont rentrer, pas seulement des cotisations retraite, mais en général, c'est aussi de la création de valeur, de la création de richesse qui vont permettre de financer les services publics et la solidarité. Donc c'est ça l'objectif de cette réforme, et il faut résister à ces a priori infondés
puisque les expériences étrangères nous l'ont montré, qui consiste à dire que d'abord on va allonger l'âge de départ à la retraite pour tout le monde, indifféremment, quelle que soit la pénibilité, l'usure professionnelle et la durée des carrières. Et d'autre part qu'on se moque du travail des seniors, puisqu'il y avait, comme Michel l'a très bien dit, dans le projet, à la fois des propositions pour faciliter l'engagement des seniors dans des activités qui ne soient pas nécessairement des activités professionnelles, mais qui peuvent être associatives ou autres. Puis d'autre part, le renforcement des dispositifs cumul emploi-retraite pour qu'on puisse continuer à travailler tout en faisant valoir ses droits à la retraite. Oui, et puis la démographie l'impose, puisqu'effectivement l'espérance de vie augmente, le vieillissement de la population est une réalité, donc c'est une mesure, cette réforme qui est absolument nécessaire. Simplement peut-être, alors est-ce que sur justement la façon d'associer les citoyens à cette réforme, sur des concertations ou sur des consultations, qu'est-ce que tu verrais comme moyen peut-être d'apaiser certaines inquiétudes Oui, je pense qu'il y aura un diagnostic qui sera posé et des concertations qui seront menées. Ensuite, je crois que vraiment la question qui est posée là, hein, c'est celle de l'avenir du système de retraite par répartition. On a le droit et d'ailleurs un certain nombre de personnes considèrent que le système de retraite par répartition n'est pas le meilleur système de retraite, que des systèmes de retraite par capitalisation fonctionnerait bien, permettrait on aurait un certain nombre d'avantages, etc. L'avantage du système, l'avantage qui est aussi une exigence du système de retraite par répartition, c'est qu'il crée un lien de fait entre les générations. Si on tire sur la corde, si on fragilise l'équilibre financier du système, vous aurez à un moment donné les générations qui se dresseront les unes contre les autres et qui diront, et en particulier la suivante, enfin la prochaine, qui diront pourquoi est-ce que je cotiserai alors même que je n'ai aucune garantie, moi, d'avoir suffisamment d'actifs qui cotiseront quand viendra mon tour d'être pensionné. Et cette génération-là finira un jour par élire quelqu'un qui proposera de basculer de la répartition vers la capitalisation, où c'est un peu plus le chacun pour soi que dans la répartition. Donc, prudence, c'est cette réforme du système des retraites, chacun doit être bien conscient que ça l'implique lui à titre personnel, mais que ça implique ses propres parents ainsi que ses propres enfants, et qu'il y a quelque chose de très fondamental qui se joue. Ben, ça dit quelque chose, oui, de ce qu'est une société, de ce que c'est que faire société, former un tout solide et justement des liens entre les générations. Oui, c'est notre vision humaniste de la société, donc sans laquelle effectivement l'organisation politique et sociale perd de son sens. Alors je vais me tourner vers la salle pour prendre vos questions. Est-ce que donc, vous avez des questions pour nos deux députés sur ce thème qui effectivement est essentiel? Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas trop tendance, justement, alors en France, sur le plan culturel, à opposer, puisqu'on parle d'intergénérationnel, les jeunes aux vieux? Moi, j'ai vraiment une réflexion sur le sujet depuis très longtemps, puisqu'on parle le chômage des jeunes, le chômage des seniors. Seniorité, on ne sait pas très bien quand ça commence. Hein. Moi, je l'ai vécu à 40, 45 ans. La seniorité dans la finance, ça commence très jeune. Parfois même à 35. Je me souviens d'un recrutement à 33 ans où j'étais qualifiée de senior. Donc, voilà, moi je me demande si on n'a pas intérêt à travailler sur une vision justement un petit peu différente de la société, où alors l'emploi et les retraites, les deux sont liés bien évidemment. Alors on va, quand on cherche des solutions pour les jeunes, il y a aussi un effet d'éviction, je dirais, des plus âgés, on peut dire ça. Inversement, si je travaille sur les seniors, on va peut-être évincer les jeunes. Alors là où j'ai envie que culturellement on change un peu de mentalité, je parle de mentalité, là pour le coup en France, je pense qu'il y a des personnes que l'âge n'est pas un signe forcément de compétence ou d'incompétence, de la même façon qu'être en poste ou ne pas être en poste au sens du salariat ne l'est pas.
Et il y a un autre sujet aussi, puisque les deux sont liés, l'emploi et les retraites. On parle dans les réformes à venir uniquement de personnes qui auraient travaillé une carrière entière, au sens du nombre de trimestres. Or, dans le même temps, on parle d'émancipation, voire d'arrêt un peu de travail, de compte épargne-temps, etc. Sauf que pendant toutes ces périodes, où parfois vous changez de statut, vous êtes en mode start-up, vous revenez dans le salariat, vous êtes en profession libérale, tout ça ne se cumule pas forcément et on se retrouve avec des gens qui n'auront pas de toute façon leur semestre au bout du compte. Donc les 1 100 € ne s'appliqueront pas forcément. Donc il y a énormément, alors la réforme paramétrique, je pense qu'il y a énormément d'efforts de pédagogie à faire. Il y a une mise à plat aussi parce que parfois même les spécialistes ont du mal à s'y retrouver. Alors, il faut appeler un chat un chat. Les financiers eux-mêmes sont des spécialistes dans certains domaines et ne connaissent pas forcément ce qui se passe à côté. Donc moi j'ai envie qu'on ait, peut-être au mouvement démocrate, alors on l'a déjà eu naturellement par le passé, mais une réflexion d'ensemble sur nos mentalités, peut-être à faire évoluer. Il y a du bon et du moins bon dans toutes les sociétés. On parle du système de capitalisation, il y a effectivement le système de la répartition. Moi, parfois, j'ai une réflexion à me dire la chose suivante. Et si on créait, alors pas pour tout de suite, et bien évidemment, une espèce de revenu minimum universel de base de retraite, un peu comme on a un RSA. Et puis, j'ai envie de dire, quand on gagne beaucoup d'argent, on peut aussi capitaliser. Donc on a, or, ce sont les personnes qui cotisent le plus, qui ont le plus de retraite aussi demain. Donc il y a vraiment une vision. Alors, je passe un peu c'est une anecdote, mais je pense qu'on a besoin de remettre vraiment l'ensemble à plat. Le système de retraite à points qui avait été évoqué antérieurement était sans doute une très bonne idée. Puisque ça permet de rentrer des notions d'émancipation et de flexibilité, de changement de statut, etc. Mais c'est un tout, et je vais arrêter de monopoliser le micro. Mais très sincèrement, je pense qu'on a aussi un sujet de mentalité et traiter les choses segment par segment, jeunes contre vieux. D'ailleurs, on oublie qu'entre les deux, il y a du middle age. C'est pas forcément, enfin, on n'a pas trouvé la solution, donc c'est pour cette raison qu'on est réfléchis tous ensemble. Voilà, merci. Beaucoup, Martine. Jean-Noël ou Michel. Michel, tu as travaillé sur la question du revenu universel, notamment. Oui, merci. Ça fait vraiment écho à des choses qu'on a déjà discutées et qu'il est important de continuer à débattre. Toutefois, je pense que effectivement, notre régime de répartition, c'est un des moyens de faire corps, justement, quand même. C'est un des moyens d'associer toute la chaîne de la vie à la solidarité. Pourquoi on traite des jeunes et des vieux de manière séparée toujours? Eh ben parce qu'il y a des difficultés qui apparaissent, que quand on regarde certains chiffres liés à la pauvreté, liés au chômage, eh ben on tombe sur des catégories, on identifie des catégories et on essaie de trouver des solutions pour ces catégories. Donc, je ne sais pas si on est capable de réfléchir autrement. S'il y a des idées pour réfléchir autrement, je pense qu'elles sont bonnes à prendre. Le revenu, peut-être qu'effectivement, le revenu universel, c'est une façon de réfléchir autrement et une façon d'en sortir. C'est pas le choix qui a été le choix qui a été fait. Alors je pense que au sein du mouvement démocrate, il y avait quand même une bonne appréciation de l'avantage que ça pouvait porter. La crainte qui a été exprimée par rapport à un revenu universel, c'était celle de lâcher un petit peu la notion de travail. Voilà, il y a un attachement très fort à la valeur travail et on n'a pas trouvé le moyen, dans le cadre de ce quinquennat en tout cas, de faire en sorte que on mette en place un revenu universel qui ne mettrait pas trop de côté la valeur travail.
c'est quelque chose à débattre encore. Et effectivement, si on allait dans cette logique de revenu universel, finalement d'activité, mais qui serait effectivement, qui aurait un petit peu un caractère universel comme revenu de base, on pourrait envisager dans la continuité un revenu universel de retraite. Voilà. Mais c'est vraiment un débat politique de fond. Je reviens donc un tout petit peu sur ce régime par répartition. Comme je l'ai dit, ça permet de prendre en compte toute la chaîne. Et dans ce travail qu'on a à faire sur les retraites, on a aussi à prendre en compte la dimension fondamentale aujourd'hui de la réponse qu'on doit apporter à la question de l'autonomie. Donc ça aussi, ça dépasse largement le cadre, je pense, d'une réforme paramétrique. Et il ne faut pas le laisser de côté, mais je pense que c'est dans le viseur quand même de cette réforme. Donc je ne sais pas comment on va la prendre en compte, mais ça a été, même dans le cadre du premier débat qu'on a eu dans le cadre de ce premier mandat, on cherchait les moyens de faire cette articulation entre l'autonomie et les retraites. Merci beaucoup. Jean-Noël, sur les questions qu'a soulevées Martine. Oui, bah je rejoins Michel pour dire qu'effectivement, bon, on est, comme le disait aussi Martine, on regarde certains des sujets par bloc, mais ils sont évidemment liés les uns aux autres. Et de la même manière que la question de la retraite, enfin des retraites est liée à celle de l'autonomie, celle du revenu du travail, du revenu minimum et celle de l'insertion dans l'emploi, c'est d'ailleurs un peu la manière dont on l'a traité pour le coup, dans le cadre de la campagne, sont liées aussi. Et donc il faut réussir à trouver les passerelles, sans quoi effectivement les politiques publiques qu'on mène parfois se trouvent déconnectées les unes des autres. Donc il faut y être attentif. Merci. Alors, une question d'un internaute. L'emploi étudiant a baissé pendant le Covid. Est-ce qu'il est possible de trouver de nouvelles manières de travailler pour faire face à la précarité étudiante sans avoir nécessairement besoin que les étudiants travaillent? Alors, aider les étudiants à faire leurs études sans qu'ils aient nécessairement accumulé études et travail? Simplement pour signaler qu'effectivement, la crise, elle a fait apparaître effectivement la grande précarité des étudiants qui ont été un petit peu, pas les oubliés, mais les pris à retard au niveau des considérations économiques. Parce que notamment ils étaient privés de ces fameux jobs étudiants qui sont assez fondamentaux. Alors il y a des pistes. Bon, déjà, je pense que la possibilité d'avoir un petit boulot quand on est étudiant, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de rédhibitoire, mais il y a une inégalité de fait entre certaines personnes qui peuvent poursuivre leurs études en étant assez soutenues par leur famille et d'autres beaucoup moins. Donc, dès la crise, on a appris justement le principe de pouvoir diriger les étudiants qui étaient dans des situations financières qui le nécessitaient, qu'elles puissent être reçues, qu'elles puissent avoir une évaluation par la mission locale et qu'elles puissent percevoir des aides dans le cadre de leur projet de formation. Donc elles sont un peu prises en compte à ce niveau-là. Après, d'une manière générale, il y a eu aussi des idées qui se sont exprimées, dont je ne sais pas si elles vont trouver leur traduction et leur continuité dans le cadre du prochain mandat. Notamment Stanislas Guerini, si je ne me trompe pas, évoquait la possibilité d'un prêt étudiant sur une somme qui permettrait d'alléger le poids de la ressource financière dans le cadre des études. Donc voilà, c'est des pistes à poursuivre pour effectivement qu'il y ait en tout cas une meilleure égalité des chances entre les jeunes en fonction de leur situation
de leur situation personnelle et financière pour pouvoir mener à bien leurs études. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je voudrais savoir ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'emploi pour les personnes handicapées en mobilité réduite. Les retraites aussi pour les personnes à mobilité réduite. Moi-même, je suis handicapé et il est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un emploi adapté. Donc, avez-vous des précisions à nous apporter? Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Noël, tu veux... Michel? Voilà, j'ai déjà effectivement donné quelques grandes lignes tout à l'heure, mais l'emploi des personnes en situation de handicap, ça a été vraiment un des axes sur lequel on a souhaité progresser, et je pense qu'on a progressé. On a progressé en faisant en sorte qu'on comprenne enfin que l'entreprise doit devenir inclusive, que l'entreprise elle doit s'adapter aux personnes et pas les personnes à l'entreprise. Donc, ça nécessite des aménagements de poste, ça nécessite effectivement de l'accompagnement vis-à-vis des entreprises pour qu'elles sachent comment répondre aux besoins d'adaptation, comment elles peuvent être aidées s'il y a besoin d'adaptation, y compris financièrement. Ça, c'est la première chose. L'objectif final, c'est vrai effectivement que chaque personne en situation de handicap puisse trouver un poste dans n'importe quelle entreprise, qu'elle soit publique, privée, associative. Après, il y a des personnes qui cumulent d'autres difficultés que le handicap et qui ont besoin de passer aussi par d'autres étapes. Donc, il y a les ESAT qu'on connaît, il y a les entreprises adaptées. Les entreprises adaptées, il y a une vraie volonté d'en faire des entreprises vraiment passerelles vers l'entreprise classique. C'est-à-dire qu'on souhaite qu'on sorte d'une logique où les personnes rentrent dans une structure d'insertion liée au handicap et finalement y restent, et qu'on les accompagne, qu'on permette les allers-retours parce que parfois il y a besoin d'essais et puis ça marche pas et il faut retourner dans la situation première, et ça on le permet. On le permet pour sécuriser les personnes. Ça doit pas être, il faut pas avoir peur de laisser une situation pour une autre qui présenterait des inconnus. Non, c'est important de sécuriser les personnes. Après, concernant le handicap, oui, donc effectivement, on a cette question dans le cadre du nouveau programme du versement de la prime de l'AAH pour les personnes en situation de handicap. Ça a été un gros débat récurrent, hein. On l'a eu 3 ou 4 fois dans le cadre du mandat sur le versement des personnes en sortant de la pure solidarité familiale. Et donc, nous, on est très attachés, en tant que MODEM, on s'est toujours dit très attachés à cette solidarité familiale. On était attachés en revanche à ce que les plafonds soient relevés pour qu'effectivement cette solidarité, elle puisse aussi prendre en compte le fait que des personnes qui gagnent modestement leur vie ont besoin de ce revenu complémentaire que pourrait être l'AAH. Donc le président a dit son intention de retravailler encore cette question du maintien de l'emploi ou du non-emploi, quand c'est pas possible, avec une allocation adulte handicapé. Merci beaucoup, Michel. Effectivement, plus de cumuler deux ressources et puis aussi d'être inséré dans la société, d'acquérir une autonomie en travaillant et en ayant justement le sentiment de faire pleinement partie du corps social. Est-ce que, Jean-Noël, tu veux ajouter quelque chose sur le handicap? D'autres questions? N'hésitez pas, hein, sinon on a déjà dit beaucoup de choses, on a évoqué pas mal de sujets, mais si vous avez une question, même la plus technique soit-elle, Jean-Noël se fera un plaisir de répondre à une question bien compliquée. Souria, peut-être?
Oui, bonjour. Je vais revenir un petit peu sur les aides pendant le coronavirus, et notamment le quoi qu'il en coûte, qui quelque part a permis de sauver énormément d'emplois, puisque factuellement ce n'était pas les entreprises qui étaient aidées, c'était surtout les salariés, ce qui a permis de maintenir à l'emploi et de redémarrer le système économique derrière. Euh, Aujourd'hui, ces aides sont petit à petit en train d'être coupées. Est-ce qu'on ne risque pas de couper la relance économique et le rebond qui est en train de se faire actuellement? Merci Souria pour cette excellente question. Euh, les aides, les mesures d'urgence, c'est vrai, ont été progressivement éteintes, même si, s'agissant de l'une d'entre elles qui est bien connue des chefs d'entreprise, ce qu'on appelle les PGE, les prêts garantis par l'État, il est encore possible d'en souscrire, mais il est vrai que dans l'ensemble, les aides ont été éteintes. Mais d'une part, le plan de relance continue de se déployer dans notre pays, et d'autre part, la crise que nous vivons du fait de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine a fait l'objet d'une réponse très vigoureuse de la part du gouvernement, d'abord pour préserver ou protéger les Françaises et les Français de la très forte hausse du prix de l'énergie et du carburant, mais aussi avec ce qu'on appelle le plan de résilience, un certain nombre de mesures pour protéger les entreprises dans les secteurs qui sont très fortement impactés par cette hausse des prix de l'énergie. Mais là où il y a des inquiétudes qui sont réelles, c'est pour un certain nombre d'entreprises, et souvent des petites et des moyennes entreprises qui se retrouvent un peu coincées parce que, au-delà du prix de l'énergie, dont j'ai dit que le plan de résilience leur permettait d'absorber le choc, il y a une augmentation du prix d'un certain nombre de matériaux, de matières premières, qui pèsent très lourdement sur les coûts de ces entreprises qui, par ailleurs, n'ont pas nécessairement la possibilité d'augmenter leur propre prix, ce qui fait qu'elles se retrouvent coincées avec des coûts qui augmentent, des prix qui ne peuvent pas augmenter aussi fortement, et donc des profits qui deviennent négatifs et qui pourraient, là, dans un certain nombre de situations, entraîner des entreprises vers la faillite. Et donc ça va être un des enjeux des semaines et mois qui viennent, et c'est pas simple, parce que autant sur certains sujets, sur certaines filières, on identifie que les hausses de prix sont transitoires, qu'elles proviennent de la forte croissance mondiale depuis l'automne dernier et de la désorganisation des chaînes de production. Autant sur d'autres filières, il y a potentiellement une inflation qui va durer, et donc des difficultés pour les entreprises qui pourraient être persistantes, et donc des réponses nouvelles à apporter à ces entreprises. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, peut-être un tout petit mot de conclusion. Et puis, oui, si, une question, oui. Pierre-Jean. Merci, moi je suis un peu en retard avec le décalage de l'heure de la conférence. Il y a certaines familles politiques qui cherchent à dépasser le travail. Nous ici, c'est un motif de fierté qui est de défendre le travail. On pense que c'est un vecteur d'émancipation important dans notre société, et je pense qu'on a raison de continuer à le défendre. C'est pour ça qu'on a mis la bataille pour l'emploi, pour la production en France en haut de nos priorités depuis maintenant de nombreuses années, avec François Bayrou notamment. Et on voit qu'elle est en passe, cette bataille pour l'emploi, d'être gagnée, puisque maintenant on se dirige tout droit vers le plein emploi. Si tout se passe bien, il faut évidemment toucher du bois. Et est-ce que finalement il n'y a pas une deuxième bataille qui s'engage sur la mobilité dans le travail, toujours comme vecteur d'émancipation? On avait un modèle pendant les 30 Glorieuses où finalement les salariés, les travailleurs, notamment dans l'industrie, pouvaient arriver en étant ouvriers spécialisés, puis passer contremaître, et puis voire parfois atteindre le grade de cadre. On avait des institutions pour ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une atomisation de l'emploi, on a des nouveaux emplois qui apparaissent, qui se développent, et finalement, depuis les années, peut-être la fin des années 80, des années 90, on a cette mobilité qui se casse, et on a une difficulté dans le travail, dans l'emploi, à avoir ces parcours de réussite au travers du travail. Et est-ce que cette bataille est
aujourd'hui identifiés. Est-ce que nous, ça pourrait pas être quelque chose qu'on porte au sein du MoDem et qu'on découvre cette nouvelle, qu'on redécouvre cet outil, cette fonction du travail? Alors, un cheval de bataille pour le MoDem, allons-y. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Oui, je crois que tu as raison de dire qu'on ne renonce pas à l'idée que le travail puisse être un vecteur de lien social, même si aujourd'hui, dans un certain nombre de situations, il ne joue pas tout à fait ce rôle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certains de nos concurrents ou certaines autres formations politiques proposent plutôt de revenir en arrière et de faire diminuer le travail dans la vie que nous avons. Ce que je pense, moi, c'est que l'un des grands thèmes qui va structurer les années à venir, et grâce à la réélection d'Emmanuel Macron, nous allons pouvoir en être des artisans, c'est la question de la transition écologique. Parce que la transition écologique, c'est une nouvelle frontière en quelque sorte. C'est un projet colossal qui nous impacte tous, quel que soit notre âge, quelle que soit la région dans laquelle on vit, quelle que soit notre classe sociale. Donc c'est un projet unificateur pour le pays. C'est un projet industriel. Parce que la transition écologique, c'est aussi faire en sorte que les entreprises de France, d'Europe, se trouvent en avance, si je puis dire, sur les autres, de la même manière que Kennedy voulait être le premier à poser le pied sur la Lune, lorsque la situation, qui est déjà critique aujourd'hui, va devenir incontournable. Et que partout dans le monde, les effets du réchauffement climatique vont se manifester avec une telle brutalité que la transition écologique se fera à marche forcée. Si nous sommes, nous, Français, nous, Européens, les premiers à avoir transformé nos modes de production, à transformer notre mode de travail, nous pourrons être à l'avant-garde de l'humanité sur ces sujets. Donc c'est aussi un projet industriel, mais c'est enfin un projet, je dirais, démocratique. Et ça nous distingue, nous, vis-à-vis des forces politiques concurrentes. Je pense à l'écologie jusqu'au boutiste de Sandrine Rousseau, qui ne s'embarrasse pas de l'adhésion, du consentement des citoyens à la transition écologique et aux sacrifices qu'elle suppose. Je pense à l'écologie de l'autre côté, l'écologie moindre effortiste de ceux qui sont prêts à renoncer à la moindre difficulté. Et nous, ce que nous proposons, c'est une écologie ambitieuse, une écologie démocrate qui veut poser un diagnostic dont nous espérons qu'il puisse être partagé face à la réalité que nous a rappelé le GIEC encore il y a peu. Et puis ensuite, une concertation sur les objectifs à atteindre, sur les moyens pour y parvenir et des mesures d'accompagnement très fortes, puisque cette transition écologique, elle est parfaitement injuste. Elle touche de manière très différenciée les secteurs d'activité, les territoires en particulier, et donc une solidarité est nécessaire avec ceux qui en sont les premières victimes de ces changements importants qui s'imposent. Et ça nous distingue aussi, nous Français, nous Européens, du reste du monde. Dans le reste du monde, vous avez des régimes, à commencer par le régime russe, qui veulent nous faire croire ou nous amener à penser que la démocratie est morte, que la démocratie n'est plus le régime d'avenir et que dans les temps qui viennent, les régimes illibéraux, les régimes beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus descendants, seront plus efficaces face aux enjeux de demain. Il nous appartient de faire la démonstration qu'on ne peut réussir ce gigantesque défi pour l'humanité qu'est la transition écologique qu'en associant très largement les citoyens à ces changements-là. Si nous faisons cette triple démonstration que la transition écologique, c'est à la fois un projet unificateur pour le pays, pour la nation, pour le pays politique, que c'est un projet industriel, que c'est un projet démocratique et social, alors nous aurons gagné cette bataille qu'il est indispensable de gagner, mais nous aurons aussi restauré le travail, nous aurons restauré la démocratie et nous aurons restauré l'unité du pays.
Très grand merci, un très grand merci à tous les deux, Michel, Jean-Noël. Grand merci à vous également. On se retrouve mardi prochain pour un Démocrate Hebdo sur l'Europe et la guerre en Ukraine avec Frédéric Petit et Sabine Tillet. Très bonne soirée et donc à très vite.